Merci Corinne Raffiguin de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes nouvellement élue de la Seine-Saint-Denis puisque vous avez été élue le 24 septembre dernier et membre du groupe socialiste. On va évidemment revenir sur l'actualité du Sénat, mais d'abord l'actualité, c'est bien sûr ce qui se passe en Israël. Au moins une Française a été tuée dans les attaques, plusieurs autres sont portées disparues. On a vu la condamnation claire du Parti socialiste, on va y revenir. Mais d'abord, Gérald Darmanin, on l'a vu dans le journal, a renforcé la sécurisation des lieux de la communauté juive. Est-ce que vous craignez une importation de ce conflit dans le pays ? On sait que c'est déjà arrivé, malheureusement, et donc c'est tout à fait normal. C'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur que de protéger les lieux où la communauté juive peut se retrouver. On sait que, malheureusement, il y a du terrorisme islamiste et antisémite en France. On a connu des attentats, on a connu dans le passé les importations du conflit israélo-palestinien, donc c'est important de rester vigilant. Vous craignez que ça recommence ? Oui. On va parler de la réaction de la classe politique. Alors, dans un communiqué, le Parti socialiste a, je cite, condamné sans réserve l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Est-ce que vous déplorez que toute la gauche ne l'ait pas fait ? Oui, mais je crois que ce qui est important, justement, c'est quand même de se concentrer sur ce qui se passe en Israël. Au Parti socialiste, nous sommes très clairs, nous avons toujours été très clairs sur ces questions, sur notre position concernant la solution à deux États à laquelle il faut aboutir et y compris d'être capable de condamner une politique en Israël qui aujourd'hui, en ce qui concerne les colonisation, n'est pas acceptable. Mais en aucun cas, on ne peut l'utiliser pour justifier des attaques terroristes. Le terrorisme est toujours inacceptable. L'organisation Hamas est une organisation terroriste dont le but n'est certainement pas de protéger les populations palestiniennes. Et donc, c'est là-dessus que je veux me concentrer parce que... Mais comment vous qualifiez la réaction de la France insoumise ? Comment vous avez réagi en voyant ce communiqué ? Je vais vous dire très franchement, je trouve ça indigne. Je trouve ça indigne. Mais je crois aussi et que donc il va falloir avoir des explications à ce sujet-là et qu'on en tirera les conséquences. Mais je crois que dans le moment présent... c'est quoi ? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire alliance ? Moi, je pense que la France a absolument besoin d'une union de la gauche qui persiste, qui perdure, qui se renforce et qui s'étend. Et ça veut dire que ça doit se faire sur des bases claires. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir avoir une explication claire avec la France insoumise. Mais elle peut toujours se faire avec la France insoumise, cette union de la gauche ? Je ne veux pas rentrer dans ces discussions aujourd'hui. Il y aura ces discussions, elles sont nécessaires. Mais aujourd'hui... je crois que l'essentiel, c'est de regarder ce qui se passe depuis 48 heures. C'est pas la politique franco-française, c'est pas regarder le nombril de la gauche. Franchement, c'est assez minable en réalité. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder... Mais ça ne dit pas quand même quelque chose de la France insoumise et de ce que porte la France insoumise ? Oui, mais c'est pas... Honnêtement, aujourd'hui, ce qu'il y a dans la tête de Jean-Luc Mélenchon et ce que pense la France insoumise, c'est pas le sujet. Voilà, c'est vraiment... on a une situation qui est très inquiétante, très préoccupante. On a des informations, des images qui nous arrivent depuis 48 heures qui sont abominables. On a Israël qui subit probablement l'attaque terroriste la plus importante de son histoire. On a une réponse nécessaire de l'armée israélienne face à ça qui est très dur. Maintenant, la seule préoccupation qu'on doit avoir, la seule question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que la communauté internationale peut intervenir en premier lieu, l'Union européenne et la France doit impulser ça, et les États-Unis, pour qu'on n'aille pas vers une escalade, qu'on n'aille pas vers, comme le dit Benjamin Netanyahou, vers une guerre longue et qu'on n'ait pas un embrasement de tout le territoire. Pour vous, elle est évitable, cette guerre, après ce qui s'est passé ? Je m'en inquiète et c'est pour ça que ça doit être ça la préoccupation. Et il faut se poser la question, c'est la seule question, plutôt que les petites histoires françaises de la gauche française, la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui... Mais est-ce que c'est vraiment une petite histoire ? Je crois Est-ce que ça ne dit pas quelque chose des valeurs de la France insoumise et si vous continuez à faire alliance avec eux de la gauche ? J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais pas aujourd'hui. Voilà, vraiment. Vraiment, moi je ne veux pas me laisser entraîner, je vous dis très franchement, je ne veux pas me laisser entraîner aujourd'hui dans ce débat-là. Parce qu'aujourd'hui, la seule question qui m'intéresse, c'est pourquoi le Hamas a choisi de perpétrer des attentats aussi graves, aussi sanglants dans ce moment en Israël, en sachant très bien la réaction que ça provoquerait et donc le risque d'embrasement pour toute la région. Mais vous le dites vous-même, il y a un risque d'importation du conflit, il y a une inquiétude, bien évidemment, dans la communauté juive. Est-ce que là, il n'y a pas une forme d'antisémitisme d'une partie de la France insoumise ? Il y a un antisémitisme en France qui malheureusement persiste depuis très longtemps. Et il y a parfois, et à gauche et à droite, des prises d'opposition qui sont problématiques.
Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, ça devra faire aussi partie des discussions qu'on doit avoir et du débat qu'on doit avoir. Et le Parti socialiste, qui a toujours été irréprochable sur ces questions-là, aura sa responsabilité pour poser des positions claires et pour appeler toute la gauche à nous rejoindre sur ces positions-là. Ouais, ça pose la question de la NUP, comme le dit Jérôme Guedj, quand même. Je vous l'ai dit, c'est une question qui se posera. Oui. On va parler des sénatoriales et de ce qui va arriver maintenant au Sénat, puisqu'après la période d'élection sénatoriale, le Sénat reprend ses travaux cette semaine. On va voir quels sont les textes au menu avec notre journaliste Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Corinne Narassiguin. Bonjour. Et Alex, les sénateurs vont commencer cette semaine par l'examen d'une proposition de loi pour mieux protéger les élus locaux. Oui, c'est un texte porté par la majorité de droite et du centre du Sénat qui fait suite aux violences qu'ont subies certains élus locaux cette année. On se souvient par exemple pendant les émeutes de cet été du maire de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne dont la voiture avait été incendiée devant son domicile. On se souvient également du maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique qui a démissionné après avoir subi les pressions de l'extrême droite et après l'incendie de son domicile. Ce texte sénatorial propose notamment d'aligner les peines encourues en cas de violence sur un élu local sur les peines encourues en cas de violence sur les forces de l'ordre. La semaine prochaine, les premiers projets de loi de la session parlementaire seront portés par le gouvernement au Sénat. Il s'agit notamment du projet de loi de programmation des finances publiques, un texte qui vise notamment à respecter nos objectifs européens en matière de déficit. Faute de majorité, il y a 2 semaines à l'Assemblée nationale, le gouvernement était passé par le 49.3 pour faire adopter ce texte. Et puis il y a aussi le projet de loi sur le partage de la valeur qui va être débattu entre les sénateurs. C'est un texte qui a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux, entre syndicats et patronat, pour mieux répartir la richesse produite dans une entreprise. Et puis enfin, on peut citer le projet de loi sur les négociations commerciales dans la grande distribution qui doit fournir des outils pour stopper la spirale de la hausse des prix. Alors Alex, vous nous parlez de cette proposition de loi de la majorité sénatoriale sur les élus locaux, mais les sénateurs LR ont d'autres propositions de loi, notamment celle pour interdire l'écriture inclusive. Oui, le point médian ou l'écriture inclusive d'une manière générale, ce n'est pas la tasse de thé de la droite sénatoriale qui dépose cette proposition de loi pour interdire l'usage de l'écriture inclusive, notamment dans les administrations. À gauche, les sénateurs communistes vont, eux, faire une proposition de loi pour instaurer une amnistie vis-à-vis des délits qui sont commis lors des mouvements sociaux. Le débat sur ces 2 textes promet d'être agité dans l'hémicycle du Sénat. Et puis ce sera le gros morceau de cette session parlementaire, en tout cas de ce début de session parlementaire, le projet de loi immigration porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il doit être examiné au Sénat à partir du 6 novembre. Alors on sait déjà que la droite sénatoriale est farouchement opposée à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, une mesure prévue par le texte du gouvernement et qui d'ailleurs est soutenue par les sénateurs centristes qui forment avec les Républicains cette majorité au Sénat. Donc le débat s'annonce très intéressant sur ce point. Et puis enfin, en novembre, on entrera dans le vif du marathon budgétaire au Sénat avec le début de l'examen du budget de la sécurité sociale pour 2024. Ce sera le 13 novembre et 10 jours plus tard, les sénateurs commenceront à débattre du budget de l'État pour l'an prochain, le gouvernement prévoyant 16 milliards d'euros d'économies, mais ce n'est pas suffisant pour la droite sénatoriale. Corinne Narassiguin, on va commencer par parler du plus gros morceau de cette session parlementaire au Sénat, du projet de loi immigration. Est-ce que ce texte, avec d'un côté un volet social sur la régularisation des travailleurs sans papier et de l'autre un volet de fermeté sur des mesures qui vont faciliter l'expulsion notamment des étrangers délinquants, est-ce que vous pourriez le voter ? Dans l'État, non. Bien sûr que non. Et je crois que globalement, je ne vois pas très bien quelles améliorations le gouvernement pourrait apporter qui nous permettraient vraiment de voter ce texte. Il y a effectivement un article qui nous paraît aller dans le bon sens, qui concerne la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et chez les socialistes, que ce soit chez les sénateurs, les députés et globalement au Parti socialiste, nous pensons que ça ne va pas même assez loin, qu'il faut avoir une véritable politique économique de l'immigration qui soit beaucoup plus inclusive, beaucoup plus ouverte et qui prenne en compte la régularisation de tous les travailleurs sans papier et pas uniquement dans les métiers en tension. Je pense que c'est plutôt ça que nous souhaitons mettre sur la table, mais déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de positif dans cette Sauf que vous ne le voterez pas, alors que c'est une mesure qui est faite pour la gauche, ces titres de séjour pour les travailleurs sans papier. Écoutez, ça n'est pas parce on pourrait voter l'article, si l'article au final nous convient. Mais ça ne peut pas suffire à voter une loi globalement qui est un recul
qu'il y a un recul parce qu'on voit bien qu'on va ajouter du chaos au chaos avec des mesures encore plus répressives et donc on va avoir de plus en plus de décisions de QTF qui sont inapplicables, des gens qui seront pas expulsables en réalité. On a le recul sur l'AME, je pense qu'on va en parler. Mais du coup, quel est l'intérêt pour le gouvernement ? Il y a une remise en cause du droit du sol dans ce texte qui est inadmissible quand on est républicain. Et donc tout ça, c'est pas possible. Quel est l'intérêt pour le gouvernement de discuter avec vous et de chercher des compromis avec vous si de toute façon vous ne votez pas le texte ? On verra ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je crois que peut-être il y a des sujets un peu différents dans les rapports de force à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de pousser le gouvernement à regarder sur sa droite ? Moi, je ne crois pas de toute façon que le gouvernement ait jamais regardé sur sa gauche. D'ailleurs, on a bien parlé de la loi de programmation de finances qui est encore passée au 49.3. Donc elle ne regarde jamais sur sa gauche. En réalité, c'est la gauche qui a choisi de souligner le fait qu'il y avait un élément positif dans ce projet de loi et de manifester notre soutien à cet article-là. Mais sauf que là, il y a une forme de en même temps dans ce projet de loi. Il y avait une jambe droite, une jambe gauche. On a la droite d'un côté qui met des conditions, mais qui se dit prête à voter le texte. Et vous dites, de toute façon, on ne votera pas. Ça va forcément pousser le gouvernement à se tourner vers les LR. Le gouvernement se tourne déjà vers les LR. De toute façon, quand le projet de loi a été débattu au Sénat en commission des lois au mois de mars, c'était avec la droite que le gouvernement discutait, c'était pas avec la gauche. Sur l'AME, justement, Gérald Darmanin, ce week-end dans Le Parisien, a dit, pour le coup, se ranger à la position des Républicains, à titre personnel. Et il veut transformer, les Républicains qui veulent transformer l'AME en AMU, en aide médicale d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une erreur. C'est une erreur et c'est très démagogique. Et très contre-productif. Ça n'a aucune efficacité financière. L'AME, c'est 0,4% du budget de l'assurance maladie aujourd'hui, donc c'est pas vraiment un poids sur les finances publiques. Et puis surtout, ça veut dire en fait surcharger les urgences. Ça veut dire en fait créer de nouvelles dépenses qui seront plus difficiles à contrôler, qui pourraient être plus lourdes pour la collectivité. Et puis c'est aussi, on a eu le Covid quand même, ne pas considérer que pouvoir se donner les moyens de prévenir des nouvelles épidémies avec des populations qui sont extrêmement exposées à des risques épidémiologiques, chroniques. C'est une faute, c'est un problème de suppression de l'AME, c'est une transformation en aide médicale d'urgence. Ça veut dire déjà l'aide médicale d'urgence est déjà sous-utilisée. En réalité, le droit n'est pas exercé à plein, ce qui veut bien dire qu'en réalité, la plupart des migrants qui viennent ici, ils viennent pas pour notre couverture sociale, ils sont même pas au courant qu'elle existe en fait. Donc, il n'y a pas des histoires d'appel d'air, ça c'est idiot. Et donc, on voit bien. Là, par contre, on se prive d'outils de prévention sanitaire et de régulation sanitaire dans le pays. Et puis, c'est une question d'humanisme, tout simplement. Alors ça, c'est la position personnelle de Gérald Darmanin. Il le dit, de soutenir les LR. Oui, Elisabeth Borne, elle a dit qu'elle va confier une mission à Patrick Stefanini et à Claude Évin, qui est socialiste, et que des conclusions de cette mission découlera la position du gouvernement. C'est la bonne méthode ? Écoutez, moi, je ne vais pas commenter sur le brouhaha qui existe au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. On voit bien que là, il y a un problème avec un ministre de l'Intérieur qui prend des initiatives soi-disant personnelles, alors qu'on va justement bientôt reprendre l'examen de ce texte au Sénat. Mais si Patrick Stefanini et Claude Évin valident la transformation en AMU, qu'est-ce que vous ferez ? Nous, on votera contre. Même si ça vient d'eux ? Bien sûr. Alex, il y a d'autres textes, on en a parlé. Oui, le premier texte de la session parlementaire au Sénat, c'est cette semaine et il concerne les élus locaux. Il vise à mieux les protéger des violences. Est-ce que, selon vous, il faut aligner les peines de prison pour les auteurs de violences contre les élus locaux sur les peines de prison en cas de violence contre les forces de l'ordre ? Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure ? Dans l'ensemble, le texte va plutôt dans la bonne direction. En réalité, ce type de mesure, en fait, le fait qu'il faut vraiment à la fois symboliquement et dans les faits, renforcer la protection des élus locaux. On voit bien qu'il y a une recrudescence des violences qui sont subies par les élus. C'est important et ce sont le cœur de cette proposition de loi. En fait, reprend des propositions que nous avions faites avec les socialistes dans une autre proposition de loi qui avait été déposée par Éric Kerrouche et Didier Marie avant l'été. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes globalement d'accord. Par contre, il y a quelques articles que nous estimons être un peu démagogiques ou inutiles, mais qui sont... Lesquels, par exemple ? Il y a
des propositions, par exemple, sur la protection systématique, donner droit à la protection à tous les candidats. Et donc là, on pense que ça va trop loin, voilà, et qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que être candidat ou être élu, c'est une caste à part, et que toute confrontation, tout débat un peu vif sur les marchés deviendrait une agression. Voilà, donc il ne faut quand même pas aller trop loin non plus dans ce qu'on propose. Par contre, je pense que globalement, cette proposition de loi, on la voit d'un bon œil. Alors vos collègues communistes vont également faire une proposition de loi pour instaurer une amnistie concernant certains délits qui sont commis lors des mouvements sociaux. Est-ce que les socialistes sont pour ? Alors c'est un débat qu'on a de manière récurrente avec nos partenaires à gauche. Je pense que c'est on peut s'inquiéter, on va dire, d'une forme de criminalisation du droit de grève qui existe chez Gérald Darmanin en particulier, mais dans ce gouvernement depuis quelques années, et que donc qu'on s'en inquiète est une bonne chose. Pour vous, c'est une criminalisation du droit de grève ? Je pense qu'il y a quand même une volonté depuis un moment de la part de Gérald Darmanin. Il y a quand même beaucoup de manifestations qui sont interdites de manière abusive. Il y a quand même une politique de maintien de l'ordre qui vise à créer le chaos et à créer le conflit. C'est pas des questions de troubles à l'ordre public pour vous ? C'est une remise en cause du droit de grève ? Moi, je pense que par contre, c'est là où je pense que voilà, il y a un mais, c'est qu'il faut faire attention à ne pas non plus donner l'impression que quand on va dans les manifestations, c'est normal d'aller casser, c'est normal de créer, de violenter, d'attaquer la police, de détruire des biens publics ou des biens privés. Ça, évidemment, ça n'est pas acceptable. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un débat à gauche sur cette question-là. Et donc, les socialistes, nous sommes très attachés à défendre le droit de grève, le droit de manifester, autant il ne faut pas donner l'impression que nous avons une tolérance vis-à-vis de la violence dans les manifestations. Donc l'amnistie, c'est oui ou c'est non pour les socialistes ? On va voir. Honnêtement, je ne vais pas parler, moi, aujourd'hui, au nom du groupe au Sénat. Mais il y a débat. C'est une discussion qu'on n'a pas encore eue en groupe, et donc je ne peux pas me permettre. Mais je crois que au Parti socialiste, en général, l'amnistie globale, ça n'est pas quelque chose auquel nous sommes favorables. Vous venez d'être élue sénatrice, on l'a dit, Corinne Narassiguin. Comment vous appréhendez ce nouveau mandat ? Avec beaucoup de fierté, et puis avec vraiment le sens de la responsabilité qu'il y a beaucoup de travail devant moi, et qu'il y a il y a des exigences pour être à la hauteur des enjeux qui sont du travail parlementaire dans cette belle maison qu'est le Sénat, et aussi des attentes par rapport à un département que je représente aujourd'hui, qui est la Seine-Saint-Denis, et où il y a beaucoup d'enjeux qui sont très spécifiques à la Seine-Saint-Denis, mais qui aussi sont très représentatifs, je crois, des enjeux de tout le pays. Qu'est-ce que vous voulez porter comme dossier ? Alors, je vais déjà être particulièrement impliquée dans le projet de loi sur l'immigration, depuis la commission des lois, mais plus généralement, moi, mon engagement politique depuis des années, ça a toujours été toutes les questions de lutte contre les inégalités, contre les discriminations, tous ces sujets qui font le ciment de la cohésion républicaine. Et donc ça va continuer à être le sujet majeur de mon travail. J'ai aussi un biais, parce que je suis ingénieure en télécommunications, sur tout ce qui impacte des nouvelles technologies sur la société, et je m'y intéresserai aussi. Mais je veux m'interdire aucun sujet a priori. Je pense que c'est important que on reste pas dans des silos avec les écologistes qui font de l'écologie, les socialistes qui font de la culture, et voilà. Donc c'est important de pouvoir travailler sur tout et de pas avoir de tabou. Merci Alex. À tout à l'heure. On continuera à parler du projet de loi immigration. Ce sera à suivre dans le club. On va voir l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Bordeaux retrouver Jefferson des Sports. Bonjour Jefferson, merci beaucoup d'être avec nous. Grand reporter à Sud-Ouest. On va reparler politique puisque c'est à Bordeaux que le parti présidentiel s'est donné rendez-vous ce week-end, qu'en plus de rentrée de Renaissance, et cap sur les européennes pour le parti présidentiel. Jefferson. Exactement, Oriane. Bonjour Corinne Narassiguin. Oui, à Bordeaux, alors bien entendu, l'attaque du Hamas contre Israël a dominé les débats, mais au-delà, les macronistes ont mis le cap sur les européennes de 2023. Renaissance, Horizon et le Modem partiront unis. Corinne Narassiguin, ce n'est pas le cas au sein des alliés de la NUPES, ce sera chacun pour soi. Est-ce que la gauche, pour ces européennes, a enclenché la machine à perdre à la lueur des divisions qui s'annoncent ?
Les élections européennes sont des élections proportionnelles sur lesquelles il est habituel qu'on parte séparés, et il y a d'autres pays européens, là, tous les autres pays européens, en réalité, à gauche, y compris quand des partis sont ensemble au gouvernement, en coalition, ils choisissent de partir séparés sur les élections européennes. Et donc, c'est aussi, je crois, l'objectif qu'on doit avoir dans ces élections, c'est le maximum d'élus européens de la gauche et de l'écologie, et on peut peut-être même avoir plus d'élus en partant séparément qu'en partant tous ensemble. Mais la dernière fois, c'est passé ric-rac pour le PS. Est-ce que vous êtes inquiète là, de passer la barre des 5% qui donnent des députés ou non? Bien sûr, on a toujours cette inquiétude. Je crois qu'aujourd'hui, le Parti socialiste n'est plus dans le même état qu'en 2019, mais bien sûr, c'est notre objectif, c'est évidemment de porter haut le projet européen que les militants viennent de voter et que nous allons présenter en convention nationale ce samedi 14 octobre, et de convaincre un maximum de Françaises et de Français de le porter avec nous dans cette élection. Reste à savoir qui va le porter. Est-ce que ce sera un socialiste ou est-ce que vous repartez avec Place Publique et Raphaël Glucksmann? Ça, ce sont des débats qu'on aura en interne dans les prochaines semaines. Moi, je crois que c'est d'abord ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit au Parti socialiste, c'est que tous ceux qui veulent porter avec nous ce projet sont les bienvenus. Et donc, on va voir. Donc, vous êtes prêt à nouveau à laisser la tête de liste à une personne qui n'est pas encartée au Parti socialiste? Pourquoi pas, bien sûr. Il y a la famille socialiste doit être représentée dans cette élection de manière la plus ouverte et la plus large possible, mais toujours aussi dans un esprit de respect de nos partenaires à gauche, parce que même si on part sur des listes séparées, notre attention à la direction du Parti socialiste, ça sera toujours de ne pas justement raviver une bataille à gauche, parce que nos adversaires dans cette élection, ce sera bien sûr la politique libérale qui est incarnée par la droite, et en particulier celle d'Emmanuel Macron, et puis bien sûr nos ennemis dans cette élection, ça reste l'extrême droite et le populisme anti-européen de l'extrême droite. Une dernière question, Jefferson? Oui, Corinne Narassiguin, je reste sur les européennes en regardant un petit peu plus loin. Comment expliquer finalement ce chacun pour soi et le justifier en se disant qu'on peut peut-être gagner plus de postes et promettre à la fois un candidat commun de la gauche à la présidentielle de 2027? Est-ce qu'il n'y avait pas là l'occasion, en tout cas l'occasion de faire une démonstration que l'union à gauche était possible, comme ça avait été le cas aux législatives? On sent que cette alliance de la NUPES est plus fragile que jamais. Nous avions proposé au Parti socialiste une méthode qui était de confronter nos projets pour conforter tous les combats communs qui sont nombreux que nous portons ensemble et que nous continuerons à porter ensemble au Parlement européen, mais aussi de se parler très honnêtement des divergences, parce qu'il y en a et il ne faut pas les cacher. Malheureusement, ce débat-là n'a pas eu lieu. Il y a eu des décisions qui ont été prises par d'autres partis que le Parti socialiste de partir seul très tôt. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que ce sont des élections qui ont des logiques différentes. Et que au lendemain des européennes, et que déjà pendant la campagne des européennes, il faudra, comme je l'ai dit, prendre garde à ne pas se tromper d'adversaire, et puis au lendemain des européennes, reprendre pleinement le fil de la construction de cette union, parce que sinon on va encore avoir la droite et l'extrême droite au deuxième tour en 2027, avec une véritable chance de voir l'extrême droite gagner, et ça n'est pas acceptable. Merci Jefferson, merci d'avoir été avec nous. C'est Israël à la une de Sud-Ouest ce matin, comme dans beaucoup de titres de la presse régionale. La guerre sera longue et difficile, c'est le titre de votre journal. Merci beaucoup Jefferson d'avoir été avec nous. Merci Corinne Narassiguin d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure.